Mon fils a absolument tout sacrifié. Sa maison, sa voiture, et même ses alliances, symbole sacré de son union. Elle a survécu à la maladie, c'est vrai, mais peu de temps après, elle a prononcé ces mots glaciaux. Je refuse de passer le reste de ma vie avec un pauvre type. Elle a exigé le divorce sur le champ. Elle a réussi à s'emparer de la moitié du peu qui restait à mon fils, en plus d'obtenir la garde exclusive de leurs enfants. Dévasté, l'âme en peine, mon fils est revenu vivre sous mon toit. Et puis, cette nuit-là, un inconnu a frappé à ma porte. Je dois parler à votre fils. Je suis heureuse que vous soyez là pour écouter. Si vous regardez cette vidéo, laissez un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle région de France, ou d'ailleurs vous écoutez mon histoire de vengeance. Je suis curieuse de savoir jusqu'où ce récit va voyager. Je me trouvais dans ma petite cuisine, les mains encore blanchies par la farine de la dernière fournée de pain que je préparais pour l'ouverture de la boulangerie le lendemain matin. La vieille horloge au mur affichait 21 heures passées. Son tic-tac régulier se mêlait à l'odeur douce et enveloppante de la levure et du blé. La maison était plongée dans un silence absolu. On n'entendait que mon murmure, alors que je comptais les miches prêtes à être enfournées. Soudain, le téléphone a sonné. Une sonnerie stridente, froide, qui a tranché l'air comme une lame. J'ai sursauté, renversant un peu de farine sur le carrelage. Qui pouvait bien appeler à une heure pareille? Mes enfants m'appelaient pas rarement si tard, à moins qu'un drame ne soit survenu. J'ai essuyé mes mains précipitamment sur mon tablier et j'ai marché d'un pas vif vers le vieux combiné posé sur l'étagère en bois. Sur le petit écran, le nom de Mathieu, mon fils, s'est affiché. J'ai décroché, la voix légèrement tremblante. « Allô, Mathieu ?» À l'autre bout du fil, je n'entendais qu'une respiration lourde, saccadée, comme si quelqu'un essayait de retenir un cri ou des sanglots. « Maman !» La voix de Mathieu était rauque, brisée, comme celle d'un homme perdu au cœur d'une tempête en pleine mer. Jamais je ne l'avais entendu dans un tel état. Pas même le jour des obsèques de son père. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine, mais j'ai essayé de rester calme pour lui. « Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ? Dis-moi. »« Je t'écoute. » Il a gardé le silence un long moment, si long que j'ai cru que la communication avait été coupée. Puis, il a prononcé une phrase, chaque mot semblant étranglé. « Élodie veut divorcer. » Je suis restée immobile, crispant mes doigts sur le combiné. Divorcer. Élodie, ma belle-fille. La femme que Mathieu aimait plus que sa propre vie. Celle pour qui il avait tout donné, tout sacrifié pour la sauver. Non, ce n'était pas possible. J'ai secoué la tête, essayant de chasser cette idée absurde. Qu'est-ce que tu as dit? Un divorce? Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Pourquoi si soudainement? Mathieu m'a raconté, d'une voix entrecoupée par le désespoir, qu'Élodie avait déposé la demande de divorce et qu'elle réclamait la garde des 2 enfants, Lucas et Manon, mes petits anges. Et ce n'était pas tout. Elle voulait aussi la liquidation de la maison pour récupérer sa part. Je lui ai demandé la raison, encore et encore. Mais Mathieu répétait inlassablement « Je ne sais pas, maman. Elle n'a rien dit. Juste qu'elle ne ressent plus rien pour moi. » Qu'elle ne ressentait plus rien? Comment était-ce possible? Je me souvenais des nuits où Mathieu berçait Élodie, malade. Des prières qu'il récitait sans dormir, suppliant le ciel pour sa guérison. Comment quelqu'un pouvait-il oublier tout cela? J'ai pris une profonde inspiration, tentant de m'apaiser pour le rassurer. « Calme-toi, mon grand. Tous les couples traversent des moments difficiles. Peut-être qu'Élodie est juste à bout de nerfs. Tu as tout fait pour elle. Tu as renoncé à tout. Elle ne peut pas te traiter ainsi. » Je lui ai demandé de prendre soin de lui, d'essayer de discuter avec sa femme, et j'ai raccroché. Mais en reposant le combiné, mes mains tremblaient incontrôlablement. Je sentais un poids écrasant sur ma poitrine, comme si une pierre énorme m'étouffait le cœur. Les jours suivants, je l'ai appelé plusieurs fois. Parfois, il ne répondait pas. D'autres fois, il décrochait d'une voix éteinte, épuisée. Il m'a dit qu'Élodie avait engagé un avocat, qu'elle était distante comme une étrangère et qu'elle l'empêchait de voir les enfants.
3 semaines après ce premier appel, une pluie battante s'est abattue sur la région. J'étais assise à la table de la cuisine, tenant une tasse de café refroidi entre mes mains. Quand j'ai entendu de petits coups discrets à la porte, je me suis levée et j'ai écarté le rideau de la fenêtre. Sous la lumière jaunâtre du porche, j'ai vu Mathieu debout, trempé jusqu'aux os, le visage émacié et la barbe négligée. À ses côtés, une vieille valise de voyage au bord déchiré. Mon cœur s'est arrêté. J'ai ouvert la porte à la volée et je l'ai tiré à l'intérieur sans poser la moindre question. Il m'a regardé avec des yeux rougis et, soudain, il s'est effondré, pleurant comme un enfant. « Maman, j'ai tout perdu. Elle a pris les enfants et la maison. Elle veut la vendre pour partager l'argent. » J'ai serré mon fils fort contre moi, sentant son dos trembler sous ma main. Mon Mathieu, cet homme fort qui avait autrefois porté toute la famille, était maintenant aussi fragile qu'une branche morte face à l'ouragan. Sa valise s'est ouverte brusquement et quelques affaires ont roulé sur le sol. Un t-shirt froissé, des chaussures usées et une petite photo encadrée de Lucas et Manon. J'ai regardé la photo. J'ai vu les sourires radieux de mes petits-enfants et les larmes ont jailli de mes yeux aussi. J'ai aidé Mathieu à entrer, comme lorsqu'il était petit. Je lui ai préparé une tasse de thé au gingembre brûlant et je l'ai forcé à boire, gorgée après gorgée. Il est resté immobile sur la chaise, le regard perdu dans le vide du mur. Je ne savais pas quoi lui dire. J'ai juste posé ma main doucement sur son épaule et j'ai murmuré « Reste ici avec moi autant de temps que tu en auras besoin, mon fils. » Mais au fond de moi, je savais que ces mots ne pouvaient pas apaiser sa douleur. Cette nuit-là, alors que Mathieu s'était endormi d'épuisement sur le canapé, je suis restée assise en silence près de la table de la salle à manger, incapable de fermer l'œil. La maison était calme. On n'entendait que la pluie marteler le toit en tôle et la respiration lourde de mon fils. Je regardais ses cheveux en désordre, cachant ce visage qui avait été autrefois si plein de vie. Je me suis souvenu des jours où lui et Élodie venaient de se marier, de la façon dont il lui prenait la main, de la lueur dans ses yeux quand il parlait pas de l'avenir. J'avais cru qu'Élodie était le plus beau cadeau que Dieu avait fait à mon fils, mais elle était devenue celle qui lui avait porté le coup le plus douloureux de son existence. Soudain, des coups fermes à la porte m'ont tiré de mes pensées. J'ai sursauté, le cœur battant à tout rompre. Qui pouvait bien venir à cette heure, au milieu de ce déluge? J'ai marché jusqu'à la porte et j'ai regardé par l'entrebâillement. Un homme inconnu se tenait là, maigre, l'air harassé et les yeux cernés comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. J'ai entrouvert la porte avec méfiance. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » L'homme a hésité un instant, la voix rauque, n'osant pas me regarder directement. « Je cherche monsieur Mathieu Leroux. » J'étais sur le point de refermer la porte et de dire que mon fils était malade. Mais il a levé la main, pressé, avec une voix désespérée. « S'il vous plaît, madame. Je m'appelle Bertrand. Je connais la femme de votre fils, madame Élodie Martin. Je suis venue lui dire la vérité. » La vérité? Ces deux mots m'ont traversé la poitrine comme un poignard. Je l'ai regardé, essayant de déchiffrer quelque chose dans ses yeux fatigués. Il y avait quelque chose dans sa voix, un mélange de désespoir et de sincérité qui m'a empêché de lui tourner le dos. Mon esprit a été envahi de pensées confuses qui, sans que je m'en rende compte, m'ont ramené à l'endroit où tout avait commencé. Je me souviens encore clairement de ce samedi soir, il y a plus d'1 an, quand toute la famille s'était réunie autour de la grande table de ma maison. L'odeur d'un gratin dauphinois tout juste sorti du four emplissait l'air, ce plat que Mathieu et mes petits-enfants adoraient par-dessus tout. Lucas et Manon, mes 2 petites trésors, se disputaient le dernier morceau de pain, riant aux éclats. Mathieu, assis en bout de table, racontait une histoire drôle sur un client de son garage qui jurait que sa voiture était hantée parce que les phares clignotaient tout seuls. Nous rions tous. Même Élodie souriait doucement, servant plus de viande dans l'assiette de son mari et essuyant la bouche de Manon avec une serviette. En la voyant, je pensais que mon fils avait de la chance. Élodie était belle, aimable, attentionnée.
un ange envoyé par le ciel pour veiller sur lui. Mais alors, juste au moment où l'ambiance était la plus chaleureuse, Élodie a posé ses couvernes sur l'assiette. Le petit bruit de métal contre la porcelaine m'a fait frissonner. Son sourire a disparu d'un coup, comme une lumière qu'on éteint. Soudain, la pièce est devenue silencieuse et tous les regards se sont tournés vers elle. J'ai vu que ses mains tremblaient. Ses yeux se remplissaient de larmes. Elle n'a pas parlé tout de suite. Avec une lenteur effrayante, elle a ouvert son sac à main et en a sorti une feuille pliée en 4, la posant sur la table comme si elle pesait une tonne. Je l'ai regardée et un pressentiment sombre a parcouru mon corps. Mathieu, assis à côté d'elle, a froncé les sourcils et a tendu la main pour prendre la feuille. Il l'a dépliée et j'ai vu le visage de mon fils devenir aussi pâle que le papier. Ses mains tremblaient. Ses yeux restaient fixés sur ces lignes écrites. « Élodie, qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé, la voix brisée par l'inquiétude. Elle a pris une grande respiration, comme si elle devait rassembler tout son courage pour parler. Puis, entre 2 sanglots, elle a dit d'une voix tremblante, chaque mot tranchant l'air comme un rasoir. « Le spécialiste dit que j'ai un cancer de l'utérus. Stade 3. » Toute la pièce s'est figée dans un silence de mort. Les rires de Lucas et Manon se sont éteints instantanément. J'ai senti l'air me manquer, comme si tout l'oxygène de la pièce avait disparu. Mathieu a été le premier à réagir. Il a froissé le papier dans ses mains et a couru serrer sa femme dans ses bras, la voix tremblante. « Ce n'est pas possible. Je n'y crois pas. Non, Élodie, ce n'est pas possible. » Il le répétait encore et encore, comme si le dire suffisait à faire disparaître la réalité. Élodie s'est effondrée dans ses bras, pleurant sans retenue, ses épaules fragiles tremblant de manière incontrôlable. Moi, étourdie, j'ai tendu la main pour prendre le papier froissé des mains de Mathieu. Les lettres imprimées, froides et claires, accompagnées du tampon rouge d'une grande clinique privée de Lyon, ne laissaient place à aucun doute. Cancer de l'utérus, stade 3IB, accompagné de la signature du docteur Charles Dujardin. Je l'ai lu et relu, comme si je pouvais y trouver une erreur, une faute de frappe, quelque chose qui prouverait que c'était un malentendu. Mais ce tampon rouge, net et cruel, semblait me planter une épine dans le cœur. L'instinct maternel s'est réveillé en moi. J'ai toussé doucement, essayant de garder mon calme. « Élodie, Mathieu, écoutez-moi. J'ai un vieil ami, le docteur Mercier. C'est l'un des meilleurs oncologues de la région. Nous devrions aller le voir pour un second avis. » Mais Élodie a secoué la tête avec force, se cachant davantage contre le torse de Mathieu. « Non, maman. » Sa voix était faible, pleine de terreur. « J'ai tellement peur. Le médecin de Lyon a déjà établi tout le plan de traitement. Je ne veux pas tout recommencer. Je ne veux voir personne d'autre. » Ces mots étaient une supplique qui m'a complètement désarmée. Mathieu, encore paniqué, a rejeté ma suggestion. « Maman, s'il te plaît, ne lui fais pas plus peur. On va suivre le traitement de ce docteur. Je ferai tout, Élodie. Je te le jure. Je vendrai tout. Je t'emmènerai dans le meilleur hôpital s'il le faut. » Il lui a pris la main, les yeux remplis d'une détermination farouche, bien que j'y ai aussi lu le désespoir. Le dîner s'est terminé dans les larmes et un silence pesant. Lucas et Manon, bien que petits, sentaient le changement dans l'atmosphère. Ils ne se battaient plus pour le pain. Ils restaient immobiles, les yeux écarquillés, regardant leurs parents. J'ai essayé de sourire, de maintenir une apparence de normalité en leur servant plus de nourriture. « Mangez, mes amours. Mamie va vous raconter l'histoire du renard et de la cigogne. » Mais ma voix a tremblé et l'histoire n'a jamais continué. En débarrassant la table, j'ai remarqué que l'assiette d'Élodie était intacte, froide. Elle était là, fixant le vide. J'ai voulu m'approcher, lui demander si elle souffrait, si elle avait besoin de quelque chose. Mais quelque chose dans son regard m'a retenue. Peut-être qu'elle était juste sous le choc, me suis-je dit. Elle est malade. Elle a besoin de temps. Cette nuit-là, quand mon fils et sa famille sont rentrés chez eux, je suis restée éveillée dans mon vieux lit. L'image du diagnostic continuait de tourner en boucle dans mon esprit, accompagnée de la voix brisée
d'Élodie. Je pensais à Mathieu, à la façon dont il ferait l'impossible pour la sauver. Je pensais à Lucas et Manon, ces petits innocents qui ne méritèrent pas de souffrir. Et je pensais à moi, une vieille mère qui voulait seulement voir ses enfants et petits-enfants heureux. Finalement, j'ai pris une décision. J'allais déménager temporairement chez Mathieu et sa famille. Je leur dirais que c'était pour m'occuper des enfants et aider à la maison. Mais en réalité, je voulais être près d'Élodie, m'assurer qu'elle recevait les meilleurs soins possibles. Je ne pouvais pas laisser la famille de mon fils seule au milieu de cette tempête. Le jour où je suis arrivée avec ma valise, la maison de Mathieu et Élodie n'avait plus la chaleur d'avant. La porte en bois était la même, mais on n'entendait plus les rires des enfants dans le jardin. À l'intérieur, l'air était lourd de tristesse et d'inquiétude. Lucas et Manon jouaient dans un coin, mais plus silencieusement que d'habitude, comme s'ils avaient peur de déranger. Élodie était allongée sur le canapé, couverte d'un plaid fin, le visage pâle. Mathieu, de son côté, épluchait des papiers, avec une expression angoissée. Je suis entrée, j'ai posé ma valise au sol, et j'ai souri du mieux que j'ai pu. « Je suis là. À partir d'aujourd'hui, je vais t'aider, Élodie. Repose-toi. Laisse-moi m'occuper de tout. » Élodie a levé les yeux et a esquissé un sourire faible. « Merci, maman. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. » Ces mots m'ont réchauffé le cœur. La première semaine après le diagnostic, Mathieu a décidé de vendre la camionnette de livraison du garage. C'était un vieux véhicule dont le moteur rugissait à chaque démarrage, mais c'était son principal outil de travail. Je me souviens des après-midi où Mathieu et son père, mon défunt mari, s'asseyaient pour la nettoyer ensemble, riant, en parlant des longues tournées de livraison. Le jour où Mathieu l'a mise en vente, je l'ai vu debout dans la cour, un chiffon à la main, nettoyant lentement la peinture usée. Ses yeux étaient pleins de nostalgie, comme s'il disait adieu à une part de sa jeunesse. L'acheteur est arrivé, un homme d'âge moyen à la voix râpeuse, qui a offert un prix si bas que j'ai voulu crier au vol. Mais Mathieu a simplement hoché la tête. Il a signé d'une main tremblante et a dit à voix basse « Merci ». Puis il a remis tout l'argent à Élodie. Moins d'un mois plus tard, Mathieu a mis en vente le garage lui-même. L'héritage que son père lui avait laissé. Cet endroit ne représentait pas seulement son gagne-pain, mais aussi la mémoire partagée entre un père et son fils. Je me souviens quand Mathieu était petit, courant derrière son papa, tenant une clé à molette et demandant curieusement comment on réparait un moteur. Le jour de la session, je suis restée près de lui, regardant comment il observait en silence le sol taché d'huile. L'acheteur, un investisseur de la ville, a encore offert un prix ridicule. Mais Mathieu n'a pas discuté. Il a juste hoché la tête, signé les papiers et est parti sans se retourner. Quand l'argent a commencé à s'épuiser, j'ai remarqué que le doigt où Mathieu portait son alliance était nu. L'anneau simple en or qu'il avait échangé avec Élodie le jour de leur mariage n'était plus là. Je lui ai demandé d'une voix tremblante. « Mathieu, où est ton alliance ?» Il ne m'a pas regardé. Il a seulement murmuré « Je l'ai vendue, maman. » Le mont-de-piété a bien payé. J'ai senti comme si on m'écrasait le cœur. Cette bague n'était pas juste un bijou. C'était la promesse qu'il avait faite à Élodie, le symbole de leur amour. J'ai voulu courir racheter l'anneau, mais je savais que ça ne changerait rien. Mathieu avait déjà pris sa décision, et je ne pouvais que regarder en silence, l'âme en miettes. Chaque fois que Mathieu rapportait de l'argent à la maison, Élodie pleurait. Elle prenait sa main rugueuse, regardait le doigt vide et sanglotait. « Pardonne-moi, Mathieu. Je ne veux pas que tu souffres comme ça pour moi. » Ses larmes me bouleversaient. Un après-midi, alors que Mathieu partait chercher encore de l'argent, je suis entrée dans ma chambre. J'ai ouvert l'armoire et j'ai sorti une vieille boîte en métal. À l'intérieur se trouvaient toutes mes économies d'une vie. Chaque euro mis de côté pour mes vieux jours, pour les jours où je ne pourrais plus pétrir le pain. J'ai apporté la boîte à Mathieu et je l'ai mise dans ses mains. « Prends ça, mon fils, » lui ai-je dit, essayant de garder une voix ferme. « Sauver ta femme est la chose la plus importante. » Il m'a regardé avec des yeux rouges, incapable de parler. « Merci, maman, » a-t-il murmuré, et il s'est détourné,
comme s'il avait peur que je remarque sa fragilité. Un matin, Élodie a annoncé soudainement qu'elle devait aller à la clinique de Lyon pour subir un traitement spécial de radiothérapie qui durerait toute la journée. Elle avait l'air faible, la peau pâle et les yeux cernés. Elle a serré fort Lucas et Manon contre elle et leur a dit « Écoutez bien, mamie et papa, maman reviendra bientôt. » Sa voix était douce mais ferme, comme si elle ne voulait pas qu'on discute. Mathieu a voulu l'accompagner, mais elle l'a repoussé. « Ne t'inquiète pas, je peux y aller seule. Tu as déjà trop travaillé, tu as besoin de repos. » Elle portait un manteau épais, bien qu'il fît une journée ensoleillée et chaude, disant que son corps était maintenant très sensible à la température. Je l'ai vue franchir la porte, son sac à l'épaule, d'un pas lent, et j'ai ressenti une étrange inquiétude dans ma poitrine. Ce soir-là, Élodie est rentrée épuisée. Elle s'est laissée tomber dans les bras de Mathieu. Elle a dit qu'elle était exténuée et est allée se coucher tôt. Je l'ai vue l'embrasser, avec des yeux pleins de tendresse, et mon cœur s'est serré pendant que je ramassais le linge sale de la famille pour faire une lessive. Mes mains ont touché le manteau d'Élodie. Il était un peu humide, comme s'il avait été éclaboussé. Par habitude, j'ai vérifié les poches avant de le mettre dans la machine. Mes doigts ont rencontré un morceau de papier rigide. Je l'ai sorti, pensant que c'était une ordonnance ou un rendez-vous médical. Mais non, c'était une facture de restaurant. Le Palais Gourmand, l'un des lieux les plus chics et inaccessibles de la ville, où des gens comme nous n'osaient jamais entrer. Mes yeux se sont rivés sur les détails. 2 menus gastronomiques, du foie gras, une bouteille de Grand Cru, un fondant au chocolat. Le total équivalait aux courses de toute une semaine pour nous. Mais ce qui m'a fait trembler le cœur, c'était la date et l'heure. Ce midi même, exactement au moment où Élodie disait être en séance de radiothérapie. Je suis restée pétrifiée. La facture tremblait entre mes doigts. Non, ce n'était pas possible. Élodie était malade. Elle ne pouvait pas être allée dans un restaurant de luxe pour faire un tel festin. Il devait y avoir une erreur. Peut-être s'était-elle assise à côté de quelqu'un à l'hôpital et cette personne, par accident, avait glissé le reçu dans sa poche. Je me répétais cela encore et encore, essayant de chasser le soupçon qui commençait à grandir en moi. J'ai failli entrer dans la chambre de Mathieu et Élodie pour exiger la vérité. Mais en arrivant à la porte, j'ai entendu sa respiration tranquille et je me suis arrêtée. J'ai imaginé Élodie se réveillant, le visage pâle et les yeux pleins de peur. Et j'ai su que je la blesserais si je la confrontais juste pour un bout de papier. Je me suis convaincue. Ne pense pas à des bêtises. Elle est très malade. Ne lui cause pas plus de soucis. J'ai plié la facture et je l'ai remise dans la poche du manteau. Mais les chiffres continuaient de danser dans ma tête. Environ 2 mois après ces jours remplis de tension à cause de la maladie d'Élodie, j'ai commencé à croire que la lumière revenait dans notre famille. Un soir, je préparais un dîner simple chez Mathieu, essayant de faire un gratin pour remonter le moral des troupes. Lucas et Manon gribouillaient sur des feuilles, tandis que Mathieu, rentré de petits boulots, sentait encore l'huile et le métal. Élodie est entrée dans la salle à manger avec une expression radieuse, très différente de son aspect chétif habituel. Elle tenait une feuille de papier, les mains légèrement tremblantes, mais les yeux brillants comme si elle avait trouvé un trésor. « Maman, Mathieu, les enfants, écoutez !» a-t-elle dit d'une voix claire, presque joyeuse. Le docteur a dit que les cellules cancéreuses ont complètement disparu. Je suis guérie. Je suis restée paralysée. La cuillère m'a échappé des mains et a frappé la table avec un bruit sec. Mathieu a laissé tomber son assiette et le bruit de la porcelaine se brisant a résonné sur le carrelage. Il lui a arraché le papier des mains, les yeux fixés sur les lignes imprimées, les lisant encore et encore, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « C'est vrai, Élodie ? Vraiment ? » ?»« Vraiment, » a-t-elle répondu, la voix brisée par l'émotion. Soudain, il a serré sa femme dans ses bras, pleurant de joie. Il l'a soulevée et a tournoyé avec elle dans le salon, riant comme un enfant qui vient de recevoir le cadeau qu'il désirait le plus au monde. Lucas et Manon,
bien qu'ils ne comprennent pas tout à fait ce qu'il se passait, ont couru enlacer les jambes de leurs parents, riant aussi. En voyant cette scène, j'ai senti se dissoudre un poids énorme que je portais sur la poitrine. Les larmes ont jailli, non pas de tristesse, mais de soulagement. Je m'étais sentie coupable d'avoir douté d'Élodie, d'avoir laissé cette facture de restaurant me tourmenter. Elle s'était battue. Elle avait vaincu la maladie. Et maintenant, notre famille pouvait recommencer à vivre. Je l'ai serrée dans mes bras et lui ai chuchoté « Tu m'as fait une peur bleue, mais grâce à Dieu, tu vas bien. » Elle a souri, m'a serrée aussi et a répondu d'une voix tremblante « Merci, maman, d'avoir toujours été là pour moi. » Ces mots m'ont rempli le cœur, comme si tous les soucis passés s'étaient évanouis, telle une lointaine mauvaise rêve. Nous nous sommes assis tous autour de la table, et, pour la première fois depuis des mois, la pièce s'est remplie de rires. Mathieu a raconté de vieilles anecdotes, comme cette fois où il avait abîmé la voiture d'un client, parce qu'il ne pouvait s'empêcher de regarder Élodie passer devant le garage. Je les ai regardés, et en silence, j'ai prié pour qu'à partir de ce moment, tout aille mieux. La crise étant passée, j'ai décidé de retourner chez moi pour rendre à la famille de Mathieu son intimité. Le jour où j'ai pris ma valise pour partir, Élodie m'a pris la main, les yeux pleins de larmes. « Maman, je n'oublierai jamais tout ce que vous avez fait pour nous. Vous êtes la meilleure mère du monde. » J'ai souri et lui ai tapoté la main. « Tant que tu es en bonne santé et que ta famille est heureuse, je suis heureuse. » En franchissant la porte, j'ai regardé en arrière. De la fenêtre s'échappait une lumière chaude, dorée. J'ai pensé que c'était peut-être le nouveau départ dont nous avions tous besoin. Mais seulement quelques semaines plus tard, j'ai commencé à remarquer des signes étranges. Le déjeuner familial du dimanche, une tradition que nous avions toujours respectée, a été annulé pour la première fois. Élodie m'a appelé d'une voix douce, mais pressée. « Maman, aujourd'hui Lucas a un peu de fièvre. On ne pourra pas venir. » Je me suis inquiétée et j'ai proposé de passer voir le petit. Mais elle a évité ma visite. « Ne vous inquiétez pas, maman. C'est juste un rhume. On viendra la semaine prochaine. » J'ai acquiescé, bien que j'ai ressenti une pointe de tristesse. La semaine suivante, elle a rappelé, disant cette fois qu'ils étaient tous les deux épuisés, après une semaine dure de travail. « Maman, on a besoin de se reposer un peu. La semaine prochaine, c'est promis. » Sa voix était toujours douce, mais quelque chose avait changé. Elle semblait distante, comme si elle érigeait un mur invisible entre nous. Peu à peu, je me suis rendu compte qu'Élodie n'amenait plus Lucas et Manon me voir aussi souvent. Avant, elle venait avec eux à la boulangerie. Les enfants jouaient avec la farine, riaient quand je faisais semblant d'être un monstre le visage tout blanc. Mais maintenant, ces visites se faisaient rares, puis ont disparu presque complètement. Quand je l'appelais, elle avait toujours une excuse. « Maman, cette semaine on est très occupés. » Ou « Manon a cours de dessin, on ne peut pas s'organiser. » J'essayais de me convaincre qu'elle était juste occupée, qu'elle avait besoin de temps pour récupérer après tant de mois de maladie. Mais chaque fois que je raccrochais, une sensation de vide m'oppressait la poitrine. Puis Mathieu a commencé à m'appeler, la voix pleine d'inquiétude. Un soir, alors que je tricotais un pull pour Manon, le téléphone a sonné. « Maman !» Sa voix était grave et lourde. « Ces derniers temps, Élodie est très bizarre. Elle achète beaucoup de nouveaux vêtements. Elle se maquille énormément à chaque fois qu'elle sort. Certains soirs, elle part quelque part et rentre très tard. Elle dit qu'elle voit de vieux amis. » Mon cœur a commencé à battre la chamade. De vieux amis? Élodie ne parlait presque jamais d'amis. Et depuis qu'elle était tombée malade, je ne l'avais jamais vue aller ailleurs qu'à l'hôpital. J'ai essayé de garder mon calme. Peut-être qu'elle veut juste se détendre un peu, mon fils. Elle vient de vaincre une maladie terrible. Peut-être veut-elle compenser les jours difficiles. Mais moi-même, je ne croyais plus à ses paroles. Mathieu a rappelé presque à minuit. Sa voix, au bord du désespoir. « Maman !» Hier soir, Élodie n'est pas rentrée. Elle a dit qu'elle était restée dormir chez une amie parce qu'elle avait trop bu. Je ne la crois pas, maman. Mais je ne sais pas quoi faire. J'ai senti que j'allais devenir folle.
Élodie, la même femme qui, il y a peu, était si faible qu'elle tenait à peine debout, avait maintenant la force de faire la fête toute la nuit. « Calme-toi, fils, » lui ai-je dit, bien que j'eusse l'estomac noué. « Donne-lui du temps. Peut-être qu'elle essaie juste de se retrouver. » Mais au fond, je savais qu'elle nous mentait. Les pièces commençaient à s'assembler. La facture du restaurant, la guérison miraculeuse, le changement soudain d'attitude. Tout n'était que des fragments d'un puzzle qui ne s'emboîtait pas. Et j'avais peur de le terminer, car je pressentais que l'image finale serait trop douloureuse. Parfois, je passais exprès dans la rue où vivait Mathieu, juste pour voir si la lumière de la chambre était allumée. Il y avait des soirs où toute la maison était plongée dans le noir, bien qu'il ne fût que 20 heures. Je restais là, sous la lumière blafarde du réverbère, le cœur lourd. L'instinct de mère me disait qu'une nouvelle tempête se préparait. Je me suis souvenu du sourire d'Élodie quand elle avait annoncé qu'elle était guérie. Je me suis souvenu de l'éclat dans ses yeux, et je me suis demandé si cette joie était réelle ou juste un masque. J'ai demandé à Mathieu d'être patient, de laisser du temps à sa femme, jusqu'à cette nuit fatidique où le téléphone a sonné et où sa voix brisée est parvenue à l'autre bout de la ligne. « Maman, Élodie veut divorcer. » Et maintenant, je suis là, figée sur le seuil de ma porte, la main crispée sur la poignée, ressentant un mélange de peur et de rage. L'homme nommé Bertrand est face à moi, maigre, ses chaussures usées trempées par la pluie, n'osant pas me regarder dans les yeux sous la lumière jaune du couloir. Son visage est marqué, plein de rides qui semblent raconter une vie de souffrance. Je demande d'une voix froide mais tremblante: « Que savez-vous sur ma belle-fille ?» Bertrand hésite. Ses lèvres bougent, comme s'il cherchait ses mots. « Je sais tout sur sa maladie, » dit-il d'une voix rauque, comme si chaque mot lui coûtait un effort immense. Ces 2 mots, « sa maladie », me traversent la poitrine comme un couteau. Maladie. Celle qui nous a coûté tant d'efforts, d'argent et d'espoir. Je regarde à l'intérieur et je vois Mathieu se redresser sur le canapé, les yeux grands ouverts, fixant la porte. Son visage émacié, ses yeux rougis par les nuits d'insomnie et de douleur. Je prends une grande inspiration, essayant de garder mon calme, et d'un signe de tête, j'indique à Bertrand d'entrer. « Entrez !» dis-je avec une fermeté que je ne me connaissais pas. La lumière crue de la cuisine illumine chaque ride de son visage fatigué, et cette vision ne fait qu'augmenter mon inquiétude. Mathieu s'est levé d'un bond, la voix rauque. « Maman, qui est-ce » Il a regardé Bertrand, puis m'a regardé comme s'il cherchait une explication. Avant que je puisse dire un mot, Bertrand a baissé la tête et a murmuré « Je m'appelle Bertrand Lefebvre. Je suis comptable à la clinique où Élodie travaillait comme aide-soignante. » Sa voix tremblait, comme s'il allait s'effondrer au moindre coup de vent. J'ai tiré une chaise, je lui ai fait signe de s'asseoir. Mais il est resté debout, les mains jointes, le regard fixé sur les petites fissures de la vieille table en bois. Bertrand a commencé à raconter d'une voix monotone, mais chargée de douleur. Il n'osait pas regarder Mathieu directement. Il fixait la table, comme si ses fissures pouvaient cacher sa honte. Ma femme, elle avait une malformation cardiaque congénitale depuis l'enfance. Elle avait besoin d'une opération très coûteuse, a-t-il dit la voix étouffée. J'ai couru partout, j'ai emprunté, j'ai vendu des terres, mais ça ne suffisait pas. Je ne savais pas quoi faire pour la sauver. J'ai senti mon cœur se serrer. Je connais cette impuissance, voir quelqu'un qu'on aime s'en aller et ne rien pouvoir faire. Mais ensuite, l'histoire de Bertrand m'a glacé le sang. Élodie est venue me trouver, a-t-il continué, la voix encore plus tremblante. Elle connaissait ma situation. Elle savait que j'étais désespérée. Elle m'a dit « Je sais comment obtenir beaucoup d'argent rapidement, mais j'ai besoin de ton aide. » J'ai senti mon sang se figer. Élodie, ma belle-fille, que j'avais vue comme un ange. Bertrand a raconté qu'Élodie avait élaboré un plan cruel. Elle ferait semblant d'avoir un cancer. Et lui, avec son poste de comptable et son accès au système informatique de la clinique, fabriquerait un dossier médical complet. Faux. Parfait. Résultat d'analyse gaz sanguine, imagerie diagnostique, tampon,
signature d'un médecin inexistant. Il a tout fait à la demande d'Élodie. Elle m'a promis qu'elle me paierait 50 000 €, a-t-il dit les yeux rougis. Cette somme suffisait pour sauver ma femme. Je suis restée assise, les mains agrippées au bord de la chaise, essayant de ne pas trembler. Mathieu est resté immobile, le regard gelé, sans cligner des yeux. Bertrand a continué, la voix de plus en plus brisée. « J'ai accepté. Je savais que c'était mal, mais je n'avais pas d'autre choix. J'ai fait tout ce qu'elle a demandé. Des factures de médicaments spéciaux qui n'existaient pas, jusqu'aux rapports médicaux falsifiés. Je pensais que si je sauvais ma femme, j'assumerais les conséquences. Mais quand le plan a abouti, quand Élodie a reçu tout l'argent de Mathieu, l'argent du camion, du garage et même de l'alliance, elle a disparu. Elle a bloqué mon numéro. Elle a quitté son travail à la clinique. Elle a coupé tout contact. Je suis allée chez elle, a-t-il dit pour la première fois, en levant les yeux vers Mathieu avec un regard plein de culpabilité. Elle a ri et m'a dit que je n'avais aucune preuve. Puis, elle m'a mis dehors. L'air dans la cuisine est devenu dense, irrespirable. Bertrand a laissé tomber sa tête sur la table, les épaules secouées de spasmes. 2 semaines plus tard, ma femme est morte, a-t-il chuchoté d'une voix en miettes. Elle est morte dans un lit d'hôpital, pendant que j'attendais un argent qui n'est jamais arrivé. J'ai dû m'appuyer contre le dossier de la chaise pour ne pas tomber. La tête me tournait. J'ai regardé Mathieu et mon cœur s'est brisé en voyant son visage. Il n'a pas crié. Il ne s'est pas mis en colère. Son visage était vide, sans vie, comme si son âme l'avait quitté. Lentement, il a levé la main et a touché le doigt où il portait autrefois son alliance, le regard perdu. Bertrand s'est redressé et a posé sur la table une liasse de papier fin, déjà froissé. « Ce sont les brouillons des dossiers que j'ai faits, » a-t-il dit d'une voix râpeuse. « Ils n'ont pas de valeur légale, mais c'est tout ce que j'ai. Je suis venu me confesser et vous aider à obtenir justice. » J'ai regardé la liasse, les lettres maladroites et les faux tampons, et j'ai été envahi par une rage que je n'avais jamais connue auparavant. Mais plus que de la rage, c'était de la douleur. Douleur pour mon fils, pour ce qu'il avait sacrifié, pour cet amour aveugle qu'il avait mené au précipice. Mathieu a serré le poing si fort que ses jointures sont devenues blanches. Il s'est tourné vers moi, le regard vide. « Maman », a-t-il dit d'une voix brisée. Il s'avère que j'ai tout vendu pour une escroquerie. J'ai senti comme si mon cœur se fendait en deux. Mais en regardant Mathieu, en voyant ce désespoir dans ses yeux, j'ai su que je devais être forte. J'ai posé ma main sur son épaule et je l'ai serré comme si je voulais lui transmettre un peu de ma force. « Mon fils », ai-je dit d'une voix tremblante, « nous allons découvrir la vérité. Je te le promets. » Cette nuit-là, la petite cuisine de ma maison était plongée dans un silence lourd, seulement brisé par le bruit de la pluie, qui tombait de plus en plus doucement derrière la fenêtre. Bertrand, Mathieu et moi étions assis autour de la vieille table en bois, chacun perdu dans ses pensées, mais tous prisonniers de la vérité douloureuse que Bertrand venait de révéler. Je regardais mon fils immobile sur sa chaise, les yeux vides, lâchant de temps en temps un rire sans vie, comme s'il ne pouvait toujours pas croire ce qu'il venait d'entendre. Bertrand, le visage gris, a continué de raconter plus de détails sur le plan d'Élodie. Il a parlé de son intelligence et de sa cruauté, de la façon dont elle avait calculé chaque étape pour tromper Mathieu, des appels fins à l'hôpital, jusqu'à ses larmes et son rôle de malade en phase terminale. Chaque mot était comme un coup de poignard, mais je me forçais à rester ferme, à écouter clairement. Élodie savait comment faire pour que tout le monde la croie, a dit Bertrand d'une voix tremblante. Une fois, elle m'a dit qu'avec quelques larmes et un papier de diagnostic, elle pouvait faire n'importe quoi à n'importe qui. J'ai senti mon sang bouillir dans mes veines. Élodie, la jeune femme que j'avais traitée comme ma fille, celle qui m'avait pris la main et m'avait remercié d'être à ses côtés, était en réalité celle qui avait tissé toute cette toile de mensonges. Mais en regardant Mathieu la tête basse, le visage entre les mains, je n'ai pas seulement ressenti de la rage, mais aussi de la douleur. Douleur parce que mon fils avait tout sacrifié.
Sa voiture, son garage, son alliance et son cœur, juste pour tomber dans un piège. Quand les premiers rayons de soleil ont filtré par la fenêtre, teintant de dorer le sol de la cuisine, Bertrand s'est levé, ses épaules tombantes semblant porter le poids du monde. « Ah, j'irai au commissariat », a-t-il dit d'une voix ferme, mais pleine de repentir. « Je vais tout avouer. Je ne peux plus continuer à vivre avec cette culpabilité. » Je l'ai regardé sans savoir si je devais ressentir de la compassion ou de la colère. Il faisait partie de la tromperie, mais il avait aussi perdu la femme qu'il aimait, tout comme Mathieu avait perdu sa famille. J'ai hoché la tête en silence, et je me suis levée pour préparer du café pour nous trois, espérant qu'un peu de chaleur nous rendrait des forces. Le lendemain matin, le commissariat était froid et désert. L'air sentait le vieux papier, l'encre et la poussière. Nous avons attendu près d'1 heure dans un long couloir, assis sur des chaises en plastique dur, jusqu'à ce qu'un jeune policier, encore endormi, accepte de nous recevoir. Bertrand a commencé à parler d'une voix sereine, mais tendue, comme s'il marchait sur une corde raide. Il a sorti une liasse de feuilles, les copies des faux dossiers qu'il avait créés pour Élodie. J'ai regardé l'agent, en espérant voir une réaction. Mais il a juste feuilleté les papiers, avec dédain, avant de les lui rendre en bâillant. « C'est tout ?» a-t-il demandé d'un ton ennuyé. « Votre déclaration n'est qu'une version. Madame Élodie Martin possède des documents médicaux légaux, et vous n'avez rien d'autre que ces feuilles. Nous ne pouvons pas ouvrir une enquête sur une histoire sans preuve. » J'ai senti le sang me monter à la tête. Mathieu, assis à mes côtés, a essayé de s'expliquer d'une voix rauque. « Vous ne comprenez pas ? J'ai vendu ma voiture, mon garage, même mon alliance pour payer le traitement de sa maladie. Et maintenant, elle part avec tout, même avec mes enfants. » Mais le policier a juste saucé les épaules et l'a interrompu. Ça ressemble à un litige de biens après un divorce. Affaire familiale. Prenez un avocat. Il a fait un geste de la main nous indiquant de partir et s'est reconcentré sur la pile de dossiers sur son bureau. Nous sommes sortis du commissariat. Le soleil matinal brillait fort, mais mon cœur était plongé dans l'obscurité. Mathieu s'est laissé tomber sur les marches. Il s'est pris la tête entre les mains et sa voix s'est brisée. « C'est fini, maman. Même la loi ne nous aide pas. » Bertrand était debout à côté, le visage pâle et les mains jointes, comme s'il voulait cacher sa culpabilité. J'ai regardé les 2 hommes devant moi. L'un, mon fils, qui avait tout perdu par amour. L'autre, son complice, maintenant tourmenté par sa conscience. La rage et la douleur en moi s'étaient transformées en quelque chose de plus dur, comme un feu silencieux, impossible à éteindre. J'ai pris Mathieu par les épaules et je l'ai forcé à se lever. « Non, fils, » lui ai-je dit en le regardant dans les yeux, avec une voix ferme. « Si la loi ne voit pas, nous allons lui ouvrir les yeux. » Il m'a regardé et dans ses yeux fatigués, j'ai vu briller une minuscule étincelle d'espoir. Bertrand a levé les yeux et a hoché la tête, comme si mes paroles avaient aussi réveillé en lui un peu de détermination. Je savais que nous ne pouvions pas nous arrêter, que nous ne pouvions pas laisser Élodie s'en sortir comme ça. De retour à la maison, je suis allée directement au vieux téléphone sur l'étagère. Mes mains tremblaient en ouvrant le carnet jauni, cherchant un nom que je n'avais pas prononcé depuis plus de 10 ans. Raymond Legrand. Il avait été collègue de mon mari dans la police, un détective privé connu pour son astuce et pour ne jamais abandonner. J'ai pris une grande inspiration et j'ai composé le numéro. À l'autre bout, une voix grave et rocailleuse a répondu. « Allô? Qui est-ce » Je me suis présentée, la voix un peu tremblante. « Raymond, c'est Rose, la femme de Jean Mercier. J'ai besoin de votre aide. » J'ai tout raconté à Raymond, depuis la facture du restaurant trouvée dans le manteau d'Élodie, jusqu'au jour où Mathieu a tout vendu pour la sauver. Et finalement, la confession de Bertrand. Je n'ai omis aucun détail, bien que chaque mot me fit mal comme du sel sur une plaie ouverte. Raymond a écouté en silence, murmurant de temps en temps pour me faire savoir qu'il était toujours là. Quand j'ai terminé, il a posé une seule question. « Quel est le nom complet de votre belle-fille ?»« Élodie Martin », ai-je répondu d'une voix tremblante.
Il y a eu un long silence au bout du fil, comme s'il fouillait dans sa mémoire. Puis, il a dit pensivement « J'ai déjà entendu ce nom. Il y a quelque chose de trouble dans son passé. Restez tranquille. Je vais vous aider. » J'ai raccroché et j'ai regardé Mathieu et Bertrand, sentant un rayon d'espoir s'allumer en moi. Le lendemain matin, alors que les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux, j'ai entendu des coups doux mais fermes à la porte. J'ai ouvert et Raymond Legrand était là. Il ne ressemblait pas au détective élégant que j'avais imaginé. Il portait une chemise vieille et usée, les cheveux gris et ébouriffés, les yeux fatigués mais si perçants qu'il semblait m'avoir à travers les secrets. Il n'a pas dit grand-chose. Il a juste hoché la tête et est entré avec une sacoche en cuir vieillie à la main. Je l'ai invité à s'asseoir et j'ai préparé précipitamment une tasse de café, bien qu'à l'intérieur l'anxiété me consumât. « Qu'avez-vous découvert ?» ai-je demandé d'une voix tremblante, incapable de cacher mon impatience. Raymond a posé la sacoche sur la table, l'a ouverte et a sorti la copie du diagnostic qu'Élodie nous avait remis. Il a pris une petite loupe et a examiné avec attention le tampon rouge et la signature tremblante du docteur Charles Dujardin. Il a murmuré d'une voix grave « Ce tampon est trop parfait. Il n'a pas de bavure d'encre. On dirait qu'il est imprimé au laser, pas tamponné à la main. » J'étais à côté, le cœur battant la chamade. Juste une phrase, mais elle a suffi à réveiller tous les doutes que j'avais tenté d'enterrer. Mathieu, qui venait de sortir de la chambre, a entendu ce qu'il a dit et s'est assis sur la chaise, le regard tendu. « Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» a-t-il demandé d'une voix rauque. Raymond n'a pas répondu immédiatement. Il a seulement secoué la tête et plié soigneusement le papier. « Donnez-moi quelques jours », a-t-il dit avant de partir, nous laissant Mathieu et moi dans une atmosphère suffocante, pleine de questions sans réponse. 2 jours plus tard, alors que je nettoyais la boulangerie, le téléphone a sonné. La voix de Raymond, monotone à l'autre bout du fil, a dit « La clinique Saint-Raphaël de Lyon. L'adresse qui figure sur les documents est en réalité un terrain vague, en attente de construction. Elle n'a jamais existé. » J'ai senti un frisson me parcourir l'échine et j'ai serré fort le combiné. Mathieu, à mes côtés, s'est laissé tomber sur la chaise, le visage pâle. Raymond a continué. Et le docteur Charles Dujardin, qui signe le document, n'apparaît dans le registre d'aucune association médicale du pays. C'est un fantôme. J'ai mis le haut-parleur pour que Mathieu entende aussi, mais il est resté assis, le regard perdu. Raymond a ajouté qu'il se souvenait du nom d'Élodie Martin pour une affaire de fraude aux assurances maladie il y a quelques années. C'était une affaire mineure, passée inaperçue et classée sans suite quand la victime avait soudainement retiré sa plainte. « J'ai contacté cette personne », a dit Raymond d'une voix sereine mais tranchante. Elle m'a raconté qu'Élodie s'était présentée comme infirmière et lui avait promis un traitement miracle pour le diabète de la part d'un médecin secret. Ils lui ont donné de l'argent, mais n'ont plus jamais entendu parler de ce traitement. J'ai senti mon sang se glacer. Élodie, la belle fille que j'avais tant aimée et soignée, avait un passé si sombre. Avec cette information, Raymond a commencé à enquêter plus en profondeur sur le prétendu docteur Dujardin. Il a découvert qu'il fréquentait souvent une maison louée en banlieue. « Je suis allé jusque-là », a-t-il raconté au téléphone. « Je ne suis pas entré. J'ai juste observé depuis la voiture et pris des photos. » Il a décrit une maison à 2 étages, banale, mais avec les fenêtres couvertes d'épais rideaux. Parfois, des voitures de luxe arrivaient, déposaient des gens et repartaient aussitôt. En l'écoutant, j'imaginais un lieu mystérieux, comme un repère de secrets obscurs. Puis Raymond a raconté qu'un après-midi, il avait vu un homme sortir les poubelles dans la cour. Il a attendu qu'il s'éloigne et a fouillé discrètement le sac. À l'intérieur, il a trouvé des boîtes vides de compléments alimentaires bon marché, sans étiquette, et le plus important, une clé USB jetée. Ce soir-là, Raymond est venu chez moi. Il n'a rien dit. Il a simplement allumé son vieil ordinateur portable et a connecté la clé USB. « Madame Mercier, Monsieur Mathieu, préparez-vous », a-t-il dit d'une voix grave et sérieuse.
Je me suis assise près de Mathieu, lui prenant la main, sentant sa paume froide comme de la glace. Sur l'écran sont apparues plusieurs vidéos. La pièce dans la vidéo était arrangée comme une élégante clinique privée. Lit propre, moniteur de rythme cardiaque et quelques équipements médicaux qui semblaient très professionnels. Alors, Élodie est apparue. Elle portait une blouse blanche, les cheveux attachés, un sourire radieux. Elle plaisantait avec un homme que nous avons supposé être le fameux Dujardin. Il riait man fort, comme s'il partageait une histoire drôle sans le moindre souci. Une autre vidéo a commencé, et cette fois, j'ai senti mon cœur s'arrêter. Élodie était allongée dans un lit d'hôpital, le visage maquillé pour paraître pâle, les yeux fermés comme une patiente au seuil de la mort. Dujardin était à ses côtés, connectant avec soin une poche de perfusion à son bras. Mais quand la caméra a bougé, j'ai vu clairement que cette poche ne contenait que de l'eau saline. Élodie a entrouvert les yeux, a fait un clin d'œil malicieux au caméraman, puis est revenue à son rôle de malade faible. J'ai senti le sang me monter à la tête. Ma gorge s'est serrée comme si on m'étranglait. Mathieu s'est levé d'un coup et a renversé la petite table à côté. Le bruit des verres se brisant a retenti sur le sol. Il a frappé le mur de toutes ses forces et a hurlé de douleur et de rage. Elle m'a trompée. Elle a trompé ma mère, mes enfants. Je suis restée assise, incapable de bouger, le regard fixé sur l'écran éteint. Raymond a refermé l'ordinateur en silence, mais la pièce est restée plongée dans un silence lourd, seulement brisé par la respiration agitée de Mathieu. Raymond m'a regardé droit dans les yeux, d'une voix grave et ferme. « Madame Mercier, votre belle-fille n'est pas une victime. C'est elle qui est le cerveau de tout ce crime. » Le lendemain matin, Raymond est arrivé tôt, avec son allure simple de toujours, mais avec un regard décidé. Il portait son vieil ordinateur et la liasse de papier que Bertrand lui avait remis. « Allons-y, Madame Mercier », a-t-il dit d'une voix basse, mais ferme. « Aujourd'hui, nous ferons en sorte que la police écoute. » J'ai hoché la tête et j'ai réveillé Mathieu. Il s'est redressé, les yeux rougis, mais a acquiescé avec détermination. Nous sommes montés dans la voiture en direction du commissariat, sans dire un mot, regardant la route en silence, comme si nous nous préparions pour une bataille. Raymond ne nous a pas laissé nous arrêter à l'accueil, comme la fois précédente. Il a sorti son insigne de policier retraité et a demandé à parler directement au chef des enquêtes criminelles. Le jeune employé l'a regardé avec méfiance. Mais après un bref appel, on nous a conduits dans une petite salle de réunion, aux murs blancs et ternes, avec une longue table en bois et des chaises dures. Le chef, le commissaire Bernard Roche, est entré avec son expression sérieuse et son regard froid. Il s'est assis, a croisé les bras et nous a observés avec scepticisme. « On m'a dit que vous aviez des preuves d'une escroquerie. Mais je vous préviens, si c'est juste un conflit familial, nous n'avons pas de temps à perdre. » J'ai senti mon sang bouillir. Je voulais répondre, mais Raymond a levé la main pour me demander le calme. Il a posé l'ordinateur sur la table et a lancé la vidéo que nous avions vue la veille. La salle est devenue silencieuse. On n'entendait que le bourdonnement du ventilateur au plafond et le rire d'Élodie venant de l'écran, tranchant comme un couteau. Quand la vidéo s'est terminée sur le clin d'œil d'Élodie dans son rôle de fausse malade, le visage du commissaire Roche a changé du tout au tout. La méfiance a disparu, remplacée par une concentration froide et aiguë. Il a pris le téléphone. Il a appelé 2 autres enquêteurs. « Enregistrez tout ça !» a-t-il ordonné d'une voix ferme. Nous avons commencé à raconter toute l'histoire. J'ai parlé du reçu de restaurant, des jours où Élodie disait aller en radiothérapie et revenait avec un aspect étonnamment radieux. Mathieu, d'une voix rauque, a parlé de la façon dont il avait vendu la voiture, le garage et même son alliance, et des sommes énormes qu'il avait remises à Élodie sans hésiter. Bertrand, le regard plein de culpabilité, a confessé sa participation à la fraude. Comment il avait falsifié les rapports médicaux et les fois où il s'était réuni avec Élodie pour planifier le tout. Quand l'enquêteur l'a informé qu'il serait placé en garde à vue pour collaborer à l'enquête, Bertrand a simplement hoché la tête, d'une voix tranquille. «
Je ne vais pas fuir. J'ai perdu ma femme. Je ne vais pas perdre aussi ma conscience. Avant d'être emmené, il m'a regardé avec regret. « Madame Mercier, je suis désolée de vous avoir fait subir ça, à vous et à Mathieu. » J'ai hoché la tête sans rien dire, mais dans mon cœur, je ne lui en voulais plus. Lui aussi était une victime, tout comme nous. Mathieu a présenté tous les documents, le contrat de vente de la voiture, du garage et les relevés bancaires montrant les grosses sommes transférées sur le compte d'Élodie. Quand l'enquêteur lui a demandé quel type de compensation il souhaitait demander, Mathieu a secoué la tête, d'une voix ferme mais pleine de douleur. « Je ne veux pas de bien, je veux juste que mes enfants soient en sécurité. Lucas et Manon ne méritent pas de vivre ça. » En l'écoutant, j'ai senti comme si on m'écrasait la poitrine. J'ai pris sa main sous la table, la serrant fort, comme pour lui dire que je ne le laisserais pas seul. Avec les preuves vidéo, le témoignage de Bertrand et les documents de Mathieu, le commissaire Roche n'a pas hésité. Il a signé un mandat de perquisition urgent pour la maison que Raymond appelait l'hôpital fantôme, ainsi que des mandats d'arrêt pour Élodie Martin, le faux docteur Dujardin et les complices apparaissant dans la vidéo. Je l'ai observé écrire chaque mot et un mélange de soulagement et de tension m'a parcouru le corps. Enfin, la justice commençait à bouger. Les enquêteurs se sont activés immédiatement. Les radios grésillaient dans les couloirs, avec des ordres courts et précis. Une équipe spéciale s'est réunie et je les ai vus vérifier leurs armes, ajuster leurs gilets pare-balles et se préparer à partir. L'ambiance au commissariat est devenue tendue, comme avant une grande bataille. Nous avons terminé les formalités et sommes sortis du commissariat alors que la nuit tombait déjà. Je me sentais épuisée, mais en même temps, une étrange sensation de soulagement se frayait un chemin en moi. Pour la première fois depuis de longs mois, je sentais que nous n'étions plus seuls. À ce moment-là, plusieurs patrouilles ont allumé leurs sirènes à l'unisson. Les lumières bleues et rouges clignotaient, tandis que les voitures sortaient en trombe du portail et se perdaient dans le trafic. Je suis restée sur les marches, tenant la main de Mathieu, observant le convoi jusqu'à ce qu'il disparaisse. Le son des sirènes s'est estompé, mais pour moi, c'était le son de la justice. Un son pour lequel nous avions payé un prix trop élevé pour pouvoir l'entendre. Cette nuit-là, Mathieu et moi n'avons pas pu dormir. Nous sommes restés dans la petite cuisine, sous la lumière jaune qui éclairait les vieux murs, comme pour nous rappeler toute la douleur que nous avions supportée. Mathieu tenait fermement la photo de Lucas et Manon. Son regard était perdu, comme s'il cherchait un rayon de lumière au milieu des ténèbres. J'ai préparé du thé, mais aucun de nous deux n'y a touché. Nous sommes juste restés là, en silence, attendant des nouvelles de Raymond. Vers minuit, le téléphone a sonné, brisant le calme oppressant. La voix de Raymond a été brève, mais ferme. On les a tous eus. Il fêtait un nouveau coup. Il a raconté que l'équipe avait fait irruption dans l'hôpital fantôme, à l'aube. Élodie, le faux docteur et 4 autres complices, dont un homme que Raymond soupçonnait d'être le nouvel amant d'Élodie, ont été capturés en pleine fête luxueuse, avec du vin et des mets coûteux. Des luxes que Mathieu ne se serait jamais permis, même en vendant toute sa vie pour la sauver. Ils n'ont pas eu le temps de réagir, a dit Raymond avec froideur. La police a trouvé des faux documents, des ordinateurs avec des données d'autres arnaques et un coffre-fort plein d'argent liquide. Mais ce qui m'a fait trembler, c'est la nouvelle concernant les enfants. Lucas et Manon étaient là, a continué Raymond. Ils ont été emmenés dans un foyer d'accueil en attendant de confirmer qui sont leurs tuteurs légaux. Mathieu s'est levé d'un bond, les yeux rouges et la voix tremblante. « Mes enfants, je dois aller les chercher tout de suite. » Je lui ai pris la main en essayant de le calmer, bien que moi aussi j'ai l'estomac noué. Nous avons couru à la voiture et conduit vers le foyer, en pleine nuit. Les heures passées à attendre là-bas semblaient éternelles. Mathieu était hors de lui. Il faisait les 100 pas dans le couloir froid, murmurant « Maman, s'il leur arrive quelque chose, je ne pourrai pas vivre. » Je l'ai serré dans mes bras et chuchoté « Ils vont bien aller, mon fils. On va les ramener. » Mais au fond, j'avais peur. Peur que les jours passés piégés dans les mensonges d'Élodie
Elle laissait des cicatrices dans les âmes innocentes de ses 2 petits. Après presque 2 jours à travailler avec l'avocat et les autorités, ils nous ont enfin permis de récupérer Lucas et Manon. En entrant dans la petite salle du foyer, j'ai vu Mathieu s'agenouiller et ouvrir les bras. Lucas et Manon, avec des visages confus, sont restés immobiles un instant, comme s'ils ne croyaient pas que c'était leur père. Puis ils ont couru vers lui, pleurant à chaudes larmes. « Papa !» Manon s'est accrochée à son cou tandis que Lucas lui prenait la main, les yeux rouges. « Où est maman ? Papa ? Pourquoi elle n'est pas venue nous chercher ?» a demandé Manon d'une voix si innocente que j'ai senti mon cœur se briser. Mathieu les a juste serrés plus fort sans répondre. Mais j'ai vu ses épaules trembler. Je me suis agenouillée, je les ai serrés tous les 3, et j'ai retenu mes larmes. « À partir de maintenant, mamie sera toujours là avec vous, d'accord ?» Les 2 ont hoché la tête, bien que leurs regards fussent encore pleins de confusion. L'enquête a duré plusieurs mois, et chaque jour était une nouvelle épreuve. La police a découvert que le réseau d'escroquerie d'Élodie et du faux docteur opérait depuis des années, trompant des centaines de victimes et volant des millions d'euros. Élodie n'était pas seulement complice, mais chargée de repérer et d'approcher les proies, utilisant son apparence douce et son rôle d'infirmière pour gagner leur confiance. Chaque nouveau détail qui sortait au grand jour était comme un nouveau coup de poignard dans le cœur. Je l'avais aimée, je l'avais traitée comme ma fille. J'étais restée éveillée des nuits entières à lui cuisiner de la soupe. Et tout cela n'avait été qu'une pièce de théâtre parfaitement orchestrée. Le jour du procès, Mathieu et moi sommes arrivés tôt. Le tribunal se trouvait au centre-ville, un bâtiment ancien, au long couloir, sentant le bois humide. J'ai pris la main de Mathieu et j'ai senti sa peau glacée. Nous nous sommes assis au premier rang, face à l'estrade du juge. Quand Élodie est entrée, je l'ai à peine reconnue. Elle portait l'uniforme gris des prisonnières. Ses cheveux longs et brillants étaient maintenant coupés ras. Son visage était pâle, non pas de maladie, mais de peur. Une peur évidente dans son regard quand ses yeux ont croisé les nôtres. Elle les a détournés immédiatement, incapable de soutenir notre regard. Je l'ai regardée avec l'âme vide, sans rage, sans soulagement, juste avec une sensation de perte impossible à décrire. Le procureur a présenté les preuves, la vidéo de la clé USB, le témoignage de Bertrand, d'autres témoignages de victimes trompées par Élodie et les registres financiers montrant comment l'argent du compte de Mathieu avait fini dans les mains d'Élodie et de son complice. Ils ont appelé Bertrand à la barre. Il s'est levé face au tribunal, avec son corps maigre, mais d'une voix ferme et claire. Il a tout raconté. Comment Élodie l'avait approché en lui promettant de l'argent pour sauver sa femme, et comment il avait falsifié les documents. Il ne s'est pas cherché d'excuses. Il a juste incliné la tête. Je sais que j'ai mal agi. Je voulais juste sauver ma femme. Mais j'ai fini par faire souffrir beaucoup de gens. En le voyant, je n'ai plus ressenti de colère, seulement de la compassion. Il avait payé avec la plus grande perte de sa vie. Mathieu a aussi été appelé à la barre. Il s'est tenu droit, sans regarder Élodie une seule fois. Sa voix était si sereine qu'elle faisait peur. Il a relaté les jours où il avait tout vendu. La voiture, le garage, l'alliance, pour sauver la femme qu'il aimait. Il a parlé des nuits blanches, de la douleur de perdre ses enfants, du désespoir en découvrant que tout n'avait été qu'un mensonge. « Je ne veux rien, je veux juste que mes enfants soient en sécurité », a-t-il dit d'une voix brisée. Moi, assise en bas, j'ai laissé les larmes couler en silence. Mon fils, celui qui souriait autrefois comme le soleil, était là, comme l'ombre de celui qu'il avait été. Finalement, le juge a rendu son verdict. Le faux docteur, le cerveau de la bande, a reçu 20 ans de prison pour fraude et crime organisé. Élodie, en tant que complice active, a été condamnée à 12 ans. Les autres impliqués ont reçu entre 5 et 8 ans. Bertrand, pour sa coopération et sa confession sincère, n'a reçu que 2 ans, une peine considérablement réduite. En entendant le verdict, Élodie s'est effondrée. Elle a crié, maudit, résisté pendant que les gardes la sortèrent du tribunal. « Vous ne comprenez pas, je n'avais pas le choix !» a-t-elle hurlé.
Mais personne dans la salle ne s'est ému. Je l'ai vu partir avec les menottes serrées au poignet. Et quand son regard a croisé le mien, je n'ai pas détourné les yeux. Je l'ai fixé, mais je n'ai plus rien vu d'autre qu'un vide glacial. Cette femme n'était plus l'Élodie que j'avais connue. Nous sommes sortis du tribunal, et le soleil brillant m'a fait plisser les yeux. Mathieu a serré Lucas et Manon contre lui, et les deux enfants se sont accrochés fort à leur père. Manon a levé les yeux avec une voix innocente. « Papa, pourquoi maman met autant de temps à revenir ?» Mathieu s'est penché, a embrassé leur front et a répondu d'une voix rauque mais ferme. « À partir d'aujourd'hui, papa sera à la fois papa et maman pour vous. » J'ai regardé mon fils et mes petits-enfants, ressentant un mélange de douleur et de force. Nous avions perdu beaucoup de choses, mais nous nous avions encore les uns les autres, et c'était le plus important. 1 an après le procès, le temps avait passé, mais les blessures étaient toujours là, palpitant comme des cicatrices qui ne finissent jamais de se refermer. Je me trouvais dans ma petite cuisine, pétrissant la farine, sentant la douceur de la pâte entre mes mains. La boulangerie que j'avais dû fermer pendant les jours de crise était maintenant rouverte. Je lui ai donné un nouveau nom, l'Aurore, comme un rappel qu'après les nuits les plus sombres, la lumière revient toujours. Curieusement, les clients arrivaient de plus nombreux qu'avant. Ils ne venaient pas seulement pour le pain chaud ou les croissants croustillants, mais aussi pour l'histoire de notre famille, publiée dans tous les journaux. Des inconnus envoyaient des lettres, téléphonaient ou venaient même au magasin juste pour offrir des mots d'encouragement. « Madame Mercier, vous êtes très courageuse », m'a dit une vieille dame en achetant du pain, les yeux brillants. J'ai juste souri, mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas forte toute seule. J'avais Mathieu, Lucas, Manon et tous ceux qui avaient été à nos côtés. Mathieu n'a pas essayé de récupérer son ancien garage, même si je savais qu'il se souvenait encore des jours où il travaillait avec son père. À la place, il a loué un petit local juste à côté de ma boulangerie, assez grand pour quelques voitures. Il a ouvert son propre atelier, mais il n'acceptait de réparer que les vieilles voitures, celles des gens travailleurs qui ne pouvaient pas payer les grands garages. « Maman, je veux faire quelque chose qui a du sens », m'a-t-il dit une fois, les mains encore tachées de cambouis. Son atelier était petit, mais toujours plein de rires, de bruits de marteau et de clients reconnaissants de récupérer leur voiture, en état de marche. En le voyant travailler, je notais de nouveau la lumière dans ses yeux, pas aussi intense qu'avant, mais suffisante pour savoir qu'il trouvait son chemin. Lucas et Manon étaient amenés retourner à l'école. Ils s'adaptaient peu à peu entre camarades, dessins et devoirs d'écriture. Ils s'habituaient à vivre sans leur mère, bien que je sus que les questions sur Élodie surgissaient encore parfois dans leurs esprits. Un après-midi, alors que je coiffais Manon, elle a levé les yeux et a demandé « Mamie, est-ce que maman va revenir ?» J'ai arrêté mes mains, j'ai regardé ses yeux clairs et j'ai senti un nœud dans ma poitrine. Je ne voulais pas lui mentir, mais je ne voulais pas non plus briser son petit cœur. « Ta maman est dans un endroit très lointain, essayant de corriger ses erreurs. » ai-je répondu avec douceur. « Mais tu as ton papa, ta mamie et Lucas. On est une famille, n'est-ce pas ?» Manon a hoché la tête et m'a serré dans ses bras, et j'ai senti la chaleur de ses petits bras m'entourer. Quand les enfants posaient la question à Mathieu, il leur répondait toujours avec patience, d'une voix ferme mais pleine de tristesse. « Maman s'est trompée, mais papa sera toujours là pour vous. » Un matin tôt, alors que je préparais la première fournée, j'ai vu une silhouette maigre passer la tête par la porte de la boulangerie. J'ai levé les yeux et j'ai reconnu Bertrand. Il était sorti de prison plus tôt pour bonne conduite, mais il avait l'air encore émacié, les yeux cernés, portant une vie entière de remords. Il est resté là, tordant son vieux chapeau entre ses mains, n'osant pas entrer. « Madame Mercier », a-t-il dit d'une voix basse, « je voudrais demander du travail. Je peux livrer le pain, nettoyer, faire tout ce qui est nécessaire. » Je l'ai regardé avec des sentiments partagés, entre les souvenirs de ce qu'il avait fait et la sincérité que je voyais maintenant dans ses yeux. Avant que je puisse répondre, Mathieu a traversé depuis l'atelier
les mains encore tachées de graisse. Il a regardé Bertrand, puis moi, et bien qu'il ait hésité un instant, il a finalement hoché la tête sans dire un mot et est retourné à son garage. J'ai compris son geste. « C'est d'accord, monsieur Bertrand, » lui ai-je dit. « À partir de demain, vous pouvez vous occuper de livrer le pain de la boutique. » Depuis ce jour, Bertrand est devenu le livreur de pain de l'Aurore. Il travaillait avec soin, en silence, toujours ponctuel et sans jamais se plaindre. Parfois, quand le four tombait en panne ou que la voiture d'un client avait des problèmes, il se joignait à Mathieu pour la réparer. Moi, depuis la cuisine, je les observais par la fenêtre. 2 hommes. L'un qui avait perdu sa femme par trahison. L'autre qui l'avait perdue par sa propre lâcheté, nettoyant ensemble une vieille bougie d'allumage. Ils ne parlaient pas beaucoup. Ils échangeaient juste quelques mots sur le travail. Mais entre eux, on sentait une compréhension étrange. Tous deux avaient subi des pertes. Tous deux avaient été emportés par la tempête nommée Élodie. Et maintenant, ils apprenaient à aimer de nouveau. Pas l'amour romantique, mais l'amour pour ce qu'ils faisaient, pour la vie et pour la responsabilité. La lumière du crépuscule entrait par la vitrine de la boulangerie, teignant d'or les particules de farine suspendues dans l'air. Le four était encore chaud. L'arôme du pain frais emplissait la pièce. Lucas et Manon venaient de rentrer de l'école. Assis à la table du coin, ils coloriaient des dessins de maisons et d'arbres. Lucas a levé les yeux et m'a montré son dessin. Une petite maison avec 3 personnes. Lui, Manon et Mathieu, sous le soleil. « Mamie, c'est notre maison !» a-t-il dit avec fierté. J'ai souri en caressant sa tête et j'ai senti une chaleur indescriptible dans ma poitrine. Manon a interrompu. « Je veux dessiner mamie aussi. » Et les deux ont ri en se disputant le crayon rouge. Je suis restée là, regardant ma famille, regardant la petite boulangerie qui débordait maintenant de rire et de voix. Il y a des blessures qui ne guérissent jamais tout à fait. Des cicatrices qui nous rappellent les tempêtes auxquelles nous avons survécu. Mais j'ai compris que, aussi profonde que soit la douleur, on peut toujours aller de l'avant, tant qu'il y a des personnes prêtes à nous offrir de la chaleur. Après tout ce que nous avons vécu, j'ai compris que la vie peut être cruelle, mais elle nous donne aussi l'opportunité de nous relever, de recommencer et de trouver la lumière parmi les ombres. Autrefois, je croyais que la bonté pouvait tout changer, mais la vérité était que la bonté aveugle ne fait de nous que des proies. Pourtant, je ne regrette pas d'avoir aimé, car c'est cet amour, bien que trahi, qui m'a maintenu debout. Je veux vous dire quelque chose. Ne permettez jamais que votre confiance soit utilisée contre vous, mais ne laissez pas non plus la rancœur dessécher votre cœur. La justice peut tarder, mais elle arrive toujours. Et quand nous parvenons à surmonter la perte, ce qui reste n'est pas la haine, mais la force de continuer à vivre, de pardonner et d'apprendre à ceux que nous aimons à reconnaître la vraie bonté. L'histoire que vous venez d'entendre a changé les noms et les lieux pour protéger l'identité de ceux qui ont été impliqués. Nous ne la racontons pas pour juger, mais avec l'espoir que quelqu'un écoute et s'arrête pour réfléchir. Combien de mères souffrent en silence au sein de leur propre foyer? Je me le demande vraiment. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous gardé le silence pour maintenir la paix? Ou auriez-vous osé tout affronter pour récupérer votre voix? Je veux connaître votre avis, car chaque histoire peut devenir une bougie qui illumine le chemin de quelqu'un d'autre. Dieu nous bénit toujours, et je suis sûre que le courage nous mènera vers des jours meilleurs. Maintenant, sur l'écran final, je laisserai 2 des histoires les plus aimées de la chaîne. Je suis sûre qu'elles vous surprendront. Merci d'être resté avec moi jusqu'à ce moment. On dit souvent que le temps guérit toutes les blessures, que les cicatrices finissent par s'estomper jusqu'à devenir invisibles. Mais je sais, moi, qu'il existe des ombres qui rôdent, attendant patiemment que le soleil baisse pour réapparaître. 8 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour que notre vie retrouve une mélodie paisible, rythmée par le pétrissage du pain et les rires de mes petits-enfants devenus adolescents. Mais le passé, voyez-vous, a cette fâcheuse habitude de frapper à la porte quand on s'y attend le moins.
Si vous pensiez que l'histoire d'Élodie et de sa trahison s'arrêtait aux portes de la prison, vous vous trompez. Ce qui va suivre est la preuve que le mal ne renonce jamais vraiment, mais aussi que la famille, la vraie, est une forteresse imprenable. Si vous êtes prêts pour ce second chapitre, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner, car la vengeance est un plat qui se mange froid, mais la justice, elle, se savoure brûlante. Nous étions un mardi matin de novembre. L'air était vif, chargé de cette humidité typique de l'automne qui pénètre les os. Dans ma boulangerie, l'aurore, la chaleur des fours contrastait agréablement avec la grisaille extérieure. L'odeur du beurre noisette et des croissants chauds emplissait la boutique. Lucas, qui avait maintenant 16 ans et me dépassait d'une tête, m'aidait à disposer les éclairs au chocolat en vitrine avant de partir pour le lycée. Manon, 14 ans, finissait son bol de chocolat chaud au comptoir, révisant ses notes d'histoire. Mathieu était dans l'atelier, en train de rire avec Bertrand. Ces deux-là étaient en devenus inséparables, comme deux frères d'armes, unis par leurs cicatrices passées. Tout semblait parfait. Une symphonie de bonheur simple que nous avions mis tant d'années à composer. C'est alors que le facteur est entré. Pas le jeune remplaçant habituel, mais l'ancien, celui qui connaît les secrets de tout le quartier. Il m'a tendu une enveloppe recommandée avec un regard étrange, presque désolé. Pour Monsieur Mathieu Leroux. C'est un recommandé avec accusé de réception, Rose. Ça vient du ministère de la Justice. J'ai essuyé mes mains farineuses sur mon tablier, sentant mon cœur rater un battement. J'ai signé le bordereau d'une main tremblante. Le tampon sur l'enveloppe était sans équivoque. Administration pénitentiaire, service de probation et d'insertion. J'ai appelé Mathieu. Quand il est sorti de l'arrière-boutique, son sourire s'est effacé dès qu'il a vu l'enveloppe dans ma main. Le silence s'est fait dans la boulangerie. Même les enfants ont levé la tête, sentant la tension électrique qui venait de s'installer. Mathieu a ouvert l'enveloppe. Il a lu la lettre en silence, son visage se fermant comme un ciel d'orage. « Elle sort », a-t-il murmuré. « Remise de peine pour bonne conduite. Elle est libre depuis ce matin. » Manon a lâché sa cuillère qui a tinté bruyamment contre la faïence. « Maman ?» a-t-elle demandé d'une voix qui redevenait celle de la petite fille, effrayée d'autrefois. Mathieu s'est approché d'elle et a posé une main protectrice sur son épaule. « Élodie !» a-t-il corrigé doucement mais fermement. « Elle s'appelle Élodie. Et ne t'inquiète pas, elle ne peut pas nous atteindre. » Mais je voyais bien, au tremblement imperceptible de sa mâchoire, que mon fils était terrifié. Non pas pour lui, mais pour la paix fragile que nous avions reconstruite. 3 jours plus tard, la clochette de la porte a tinté. Ce n'était pas l'heure de pointe, la boutique était vide. Je me suis retournée, un torchon à la main, et je me suis figée. Elle était là. Élodie. 8 années de prison l'avaient fait changer. Elle était plus mince, ses traits s'étaient durcis, et ses cheveux, autrefois d'une teinture coûteuse, étaient maintenant d'un châtain terne, attachés en une queue de cheval stricte. Elle portait des vêtements simples, presque modestes, loin des tenues de luxe qu'elle affectionnait autrefois. Mais c'étaient ses yeux qui me glaçaient. Ils avaient toujours cette lueur calculatrice, cachée derrière un masque de fausse humilité. « Bonjour, Rose », a-t-elle dit d'une voix douce, presque hésitante, comme si elle venait acheter une baguette et non pas remuer le couteau dans la plaie. Je n'ai pas répondu. Je suis restée plantée là, sentant la colère monter en moi comme une marée noire. Bertrand, qui rangeait des caisses au fond, s'est redressé lentement. En la voyant, il a pâli, puis son visage s'est transformé en pierre. Il s'est avancé pour se placer entre elle et l'accès à l'atelier, tel un chien de garde fidèle. « Tu n'as rien à faire ici », a grogné Bertrand. Élodie l'a regardé avec un mépris à peine dissimulé. « Oh, Bertrand, le petit toutou a trouvé une nouvelle niche, je vois. Je ne suis pas là pour toi. Je suis là pour mes enfants et pour mon mari. »« Ton ex-mari !» a tonné la voix de Mathieu. Il est sorti de l'atelier, essuyant ses mains pleines de cambouis sur un chiffon. Il ne tremblait pas. Il se tenait droit, solide comme un chêne. « Tu as perdu tous tes droits, Élodie.
Le juge a été clair il y a 8 ans. Déchéance de l'autorité parentale. Tu n'es plus rien pour eux. Élodie a souri. Un sourire triste, travaillé. Répété sans doute des centaines de fois devant son miroir de cellule. J'ai changé, Mathieu. J'ai payé ma dette. J'ai passé 8 ans à réfléchir à mes erreurs. Je suis une nouvelle femme. J'ai le droit de voir Lucas et Manon. Ce sont ma chair et mon sang. Tu ne peux pas empêcher une mère de vouloir se racheter. Elle a sorti un mouchoir et a tamponné le coin de son œil sec. Je veux juste une seconde chance. Je n'ai nulle part où aller. Je pensais que, peut-être, nous pourrions recommencer doucement. J'ai failli m'étrangler de rage. Le culot de cette femme était sans limite. Elle ne revenait pas par amour. Je le sentais dans mes tripes de mère. Elle revenait parce qu'elle était seule, fauchée, et qu'elle savait que Mathieu avait le cœur tendre. Elle espérait jouer sur la culpabilité, sur le passé, pour trouver un toit et de l'argent facile. Mais elle avait oublié une chose. Le Mathieu qu'elle avait manipulé et ruiné n'existait plus. L'homme qui se tenait devant elle avait été forgé dans le feu de la trahison. « Tu veux les voir ?» a demandé Mathieu calmement. Élodie a illuminé son visage, croyant avoir gagné. « Oui, oh oui, Mathieu. Je savais que tu comprendrais. »« Très bien, » a-t-il dit. « Ils rentrent du lycée dans 20 minutes. Attends dehors. S'ils veulent te voir, ils sortiront. S'ils ne veulent pas, tu partiras et tu ne reviendras jamais. » J'ai voulu protester, lui dire de la chasser immédiatement. Mais Mathieu m'a lancé un regard qui disait « Fais-moi confiance ». Élodie a hoché la tête, confiante en son pouvoir de manipulation, et est sortie attendre sur le trottoir, sous la bruine qui commençait à tomber. 21 minutes plus tard, Lucas et Manon sont arrivés. Ils ont vu la femme qui attendait près de la vitrine. Ils se sont arrêtés net. Élodie s'est précipitée vers eux, les bras ouverts, sanglotant théâtralement. « Mais chérie, Lucas, tu es si grand. Manon, tu es devenue une femme. C'est maman. Je suis revenue. » J'ai observé la scène depuis la vitrine, le cœur au bord des lèvres, prête à bondir dehors pour les protéger. Mais je n'ai pas eu besoin de le faire. Lucas a reculé d'un pas, mettant instinctivement son bras devant sa sœur. Il n'y avait pas de joie dans ses yeux, seulement une froideur adulte qui ne devrait pas exister chez un garçon de 16 ans. « On sait qui tu es, » a dit Lucas d'une voix grave. « Tu es la dame qui a fait pleurer papa. Tu es celle qui a volé l'argent de mamie. » Le visage d'Élodie s'est décomposé. Elle s'est tournée vers Manon, essayant une approche plus douce. « Manon, ma petite puce, tu te souviens de mes berceuses? Je t'aime tellement. Ne sois pas dure comme ton frère. » Manon a fixé sa mère biologique. Elle a tremblé. Une larme a roulé sur sa joue. Mais elle n'a pas avancé. « Je me souviens surtout que tu nous as laissés seuls, au centre d'accueil, pour aller boire du champagne avec l'argent de papa, » a-t-elle dit d'une voix brisée. « Mamie a été là tous les jours. Papa a été là tous les jours. Toi, tu n'es qu'un souvenir triste. » Élodie a tenté de les attraper par le bras. « Vous ne comprenez pas. On m'a obligée. J'étais malade. » À ce mot, « malade », Mathieu est sorti de la boutique comme une furie. Il s'est interposé, repoussant la main d'Élodie. « Ne les touche pas. Ils ont parlé. C'est fini, Élodie. Va-t'en. » Le masque d'Élodie est alors tombé. En une seconde, la mère repentie a disparu, laissant place à la harpie que nous connaissions trop bien. Son visage s'est tordu de haine. « C'est ça? Vous croyez que vous pouvez vous débarrasser de moi comme ça? J'ai des droits. Je vais prendre un avocat. Je vais demander une pension alimentaire. Vous me devez de l'argent. J'ai tout perdu à cause de vous. » Voilà. La vérité éclatait enfin. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'avarice. Elle voulait de l'argent. Bertrand est sorti à son tour, une clé à molette à la main, non pas pour la menacer, mais simplement pour montrer qu'il était là, témoin silencieux et solide. Les passants commençaient à s'arrêter, observant la scène. Élodie, réalisant qu'elle perdait le contrôle, s'est mise à hurler. « Au secours! Il m'empêche de voir mes enfants. Il me maltraite. » Mais personne n'a bougé. Le quartier connaissait notre histoire. Les voisins savaient qui était la victime
Et qui était le bourreau? Mathieu a sorti son téléphone calmement. Raymond m'a dit de l'appeler si tu te montrais. Il est toujours en contact avec le juge d'application des peines. Le harcèlement est une violation de ta liberté conditionnelle, Élodie. Si tu ne pars pas dans les 10 secondes, tu retournes en prison ce soir. Élodie s'est figée. La menace de la prison a été plus forte que sa cupidité. Elle a regardé Mathieu, puis les enfants qui la regardaient avec une indifférence glaciale, et enfin moi, derrière la vitrine. Elle a craché par terre, a ajusté son manteau bon marché et a sifflé. « Profitez bien de votre petite vie minable, je n'ai pas besoin de vous. » Elle a tourné les talons et s'est éloignée sous la pluie, disparaissant au coin de la rue, avalée par l'ombre d'où elle n'aurait jamais dû sortir. Mathieu a pris ses enfants dans ses bras. Ils sont restés là un long moment, sous la bruine, formant un bloc indestructible. Quand ils sont rentrés dans la boulangerie, ils étaient trempés, mais ils souriaient. Un vrai sourire, libéré. Le fantôme était revenu, mais il n'avait plus le pouvoir de nous effrayer. Il n'avait fait que nous prouver à quel point nous étions forts. Ce soir-là, nous avons fermé la boutique plus tôt. Nous nous sommes réunis autour d'un grand dîner, avec Bertrand et même Raymond, le vieux détective, que nous avions invité pour fêter cette victoire définitive. Nous avons ri, mangé et porté un toast à la famille. Pas celle des liens du sang qui peuvent être toxiques, mais celle des liens du cœur, ceux que l'on choisit et que l'on forge dans l'épreuve. Je regardais Mathieu rire avec ses enfants, et j'ai compris que le cycle était enfin brisé. Élodie pouvait bien rôder dans le monde, elle n'avait plus sa place dans le nôtre. Elle n'était plus qu'une étrangère, une note discordante dans une mélodie parfaite. Alors, à vous qui m'écoutez, retenez bien ceci. Le passé peut tenter de revenir, il peut gratter à la porte et hurler pour qu'on lui ouvre. Mais vous avez le droit de laisser cette porte fermée. Vous avez le droit de protéger votre paix. Le pardon ne signifie pas l'oubli, et encore moins la bêtise de laisser entrer le loup dans la bergerie une seconde fois. Soyez forts, soyez unis, et ne laissez jamais personne vous faire croire que vous leur de.